Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. On va commencer la quatrième table ronde de colloque international, bilan et perspectives autour de la théorie des choix conceptuels. C'est dans cette séance de recherche de didactique des sciences réalisée auprès d'adultes seront présentées. Je veux présenter les intervenants. Audrey Grulot est professeure titulaire de didactique des sciences et de la technologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Canada, la belle ville de Trois-Rivières. Elle s'intéresse à l'appropriation des questions technoscientifiques d'actualité. Ses recherches actuelles portent sur le rapport aux experts scientifiques, des futurs scientifiques, ingénieurs et enseignants dans les contextes de réflexion et de discussion autour des questions technoscientifiques d'actualité. Elle contribue à la formation d'enseignants de primaire, de secondaire et en adaptation scolaire, d'une part, et de chercheurs et chercheuses en éducation d'autre part. Elle détient un baccalauréat en physique et a enseigné cette discipline au collégial. Elle est présentement co-directrice de son département. La professeure Chantal Pouliot est professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval depuis 2006. La professeure Chantal Pouliot est détentrice d'un baccalauréat en biologie, d'une maîtrise en littérature et d'un certificat d'enseignement et d'un doctorat en didactique des sciences. Chercheuse au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, la professeure Pouliot a enseigné la biologie au niveau collégial pendant 6 ans. Les travaux de recherche de la professeure Pouliot portent sur l'enseignement des questions socialement vives, environnementales et sanitaires, les capacités citoyennes et les enjeux de la participation des chercheurs aux conversations sociopolitiques. Elle a écrit dans des revues liées à l'enseignement des sciences, ainsi que dans Embo, Report et Biosciences. Elle est auteure de nombreux chapitres dans des ouvrages de référence. Elle a signé plusieurs textes dans les médias généralistes, tantôt sur la liberté universitaire, tantôt sur la mobilisation citoyenne. Et Usman Si est professeur de didactique des sciences et de la technologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au Canada. Ses objets de recherche portent sur l'étude de la dynamique des interactions entre les dimensions d'une pratique enseignante effective et l'intérêt des élèves sur les sciences et les technologies. Sur le fait des pratiques effectives sur le processus de changement conceptuel et sur la satisfaction des élèves à suite d'une séquence didactique. Alors, on va commencer cette table ronde par la professeure Pouliot. Je vous donne la parole. On va donner environ 20-25 minutes. Je me permets, après ce temps, de donner un signe pour qu'on puisse accomplir tout le temps, d'accord? Et comme je dis, notre collègue, le traducteur, il demande de parler plus lentement pour que la traduction simultanée puisse être faite d'une façon optimalisée. Mon Dieu. Alors, professeur Chantal Pouliot, c'est un très grand plaisir de vous écouter. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran et n'hésitez pas à intervenir si vous voyez que je suis pour dépasser le temps, mais ça devrait aller. Là. Je devrais m'organiser pour rentrer dans le temps. Voilà, un instant. J'imagine que tout le monde voit mon écran.
Oui, D'accord. oui, 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 oui. Alors, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, vraiment. C'est une belle opportunité de parler de recherche en didactique des sciences, mais aussi de mettre de l'avant une position qui est un peu plus intime sur les controverses auxquelles j'ai participé ou que j'ai documentées. Donc, dans les prochains instants, je parlerai à la fois de mon parcours de chercheur, mais aussi des controverses, certains des détails de ces controverses-là. Je parlerai de liberté universitaire. J'aborderai très brièvement, et on pourra y revenir lors des conversations ensuite, là, des outils théoriques qui permettent de documenter les situations qu'on peut appeler des controverses ou des questions socialement vives. Et donc, je vais prendre aussi la peine de parler un peu plus lentement qu'à l'habitude, parce que je parle assez vite en général. Donc, premièrement, je tenais à évoquer la teneur de mes activités de recherche et de diffusion de savoir. Ça a été mentionné tout à l'heure. Mes recherches portent sur les controverses environnementales et sanitaires, mais en particulier, je m'intéresse aux capacités citoyennes qui sont mises de l'avant dans la gestion de ces controverses-là. Et je m'intéresse aussi aux décisions sociopolitiques, la gestion sociopolitique par les différentes organisations qui protègent les citoyens, qui les informent et qui les représentent. Et donc, la teneur de mes activités de recherche est variée, elle est plurielle, et notamment, je participe aux conversations sociopolitiques, entre autres, ça a été mentionné aussi tout à l'heure, par des lettres qui sont publiées dans les journaux, des textes qui sont publiés dans des médias généralistes. J'accorde assez régulièrement des entrevues à la télé et à la radio lorsque je considère que c'est pertinent. J'interagis aussi avec des avocats sur différents enjeux et j'ai participé récemment à une commission parlementaire qui porte sur la liberté universitaire. Donc, l'analyse que je mets de l'avant en général, c'est une analyse d'articles de médias, d'entrevues, de documents, de rapports aussi qui sont produits par des autorités. J'assiste à des rencontres citoyennes que j'analyse et j'ai aussi été très présente en cours supérieur dans le cadre de recours collectifs qui ont été intentés par des citoyens là, envers différentes organisations, généralement des industriels qui sont considérés comme étant des acteurs polluants du point de vue environnemental. Je mets de l'avant des outils théoriques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure et je fais aussi à titre d'activité universitaire des présentations comme aujourd'hui, mais aussi dans des écoles, dans des cours à l'université de différentes disciplines. Vous avez certainement remarqué que mon parcours académique et interdisciplinaire et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important de pouvoir aborder des questions de façon interdisciplinaire, mais de pouvoir aussi participer aux conversations dans des cours universitaires de différentes disciplines. C'est un plaisir, en fait, de le faire. Et je donne parfois des conférences dans le cadre de rencontres de groupes environnementaux locaux. Donc, au-delà de ça, donc, mes visées concernent la documentation des controverses, éclairer la gestion, comme je disais tout à l'heure, par les institutions gouvernementales et sanitaires, analyser les capacités citoyennes et les rendre visibles au plus grand nombre, mais c'est aussi de heurter ce qu'on appelle le modèle du déficit citoyen selon lequel on considère, là, je le dis de façon très générale, mais vous comprendrez le sens de tout ça, on considère généralement par le biais de ce modèle-là que les citoyens ne sont pas tout à fait capables de bien comprendre les enjeux, qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances ou qu'ils n'ont pas l'attitude nécessaire, suffisamment positive pour envisager avec sérénité le développement techno-industriel, etc. Donc, pour moi, le modèle du déficit citoyen, c'est un modèle qui est contre-productif, qui n'est pas le plus intéressant pour interpréter les mobilisations citoyennes et les capacités citoyennes. Une des choses aussi, c'est le dernier point qui m'importe depuis plusieurs années, vous comprendrez dans quelques instants pourquoi, c'est de réaliser la mission des universités, mission qui est surtout de produire et de faire rayonner des savoirs au profit des sociétés et d'exercer une pleine liberté universitaire, qu'on prend généralement pour acquise, cette liberté universitaire, mais qui, malheureusement, ne l'est pas nécessairement acquise. Donc, juste pour terminer cette introduction, mes convictions de chercheur, pour être très claire, la première, c'est qu'il faut, à mon avis, que les chercheurs participent aux conversations sociopolitiques. Il faut, à mon avis aussi, se positionner contre un ordre industriel lorsque cet ordre industriel privilégie la profitabilité au détriment de la santé des populations.
Et enfin, je pense qu'il faut produire des résultats de recherche qui sont socialement pertinents. J'en conviens, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ces convictions de chercheurs-là, mais ce sont les miennes et ce sont ces convictions qui orientent mes travaux depuis plusieurs années. Donc, moi, j'ai documenté des controverses environnementales et sanitaires à Québec. J'habite à Québec, dans la province de Québec, au Canada. Et j'ai fait le choix, autour des années 2010, de documenter le développement de controverses, donc locales. Ce qui vient aussi avec une certaine tension, parce que c'est parfois plus simple ou plus facile de documenter des controverses qui se déroulent loin de chez nous plutôt que des controverses qui concernent des acteurs locaux, des acteurs citoyens, politiques, des élus, des journalistes, des avocats, des industriels locaux. Je pense que je parle un peu vite, je vais ralentir. Donc, j'ai, à partir de 2012, j'ai documenté un certain nombre de controverses et vous avez à gauche 2 photos où c'est écrit anacolore. Et donc, ces 2 photos-là à gauche illustrent une controverse que j'ai documentée qui porte sur le rejet de fumée odorante et industrielle dans un quartier résidentiel qui est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter entièrement cette histoire-là puisque ça pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle, mais essentiellement, ce sont des citoyens qui ont soulevé une problématique relative aux odeurs des fumées, mais aussi aux effets de ces fumées-là sur leur santé. Et donc, pendant plusieurs années, les citoyens se sont mobilisés pour se faire entendre et pour solutionner cette question qui s'est effectivement solutionnée autour des années 2019, alors que l'entreprise Anacolor, qui est une entreprise de peinture métallique sur des objets métalliques, des morceaux d'école, des morceaux de centre d'achat, par exemple, donc est déménagée dans un quartier industriel. Et donc, pour moi, cette controverse environnementale et sanitaire, c'est une illustration d'une mobilisation citoyenne qui a été effectuée sans relâche et qui a finalement très bien fonctionné, c'est-à-dire que maintenant, les citoyens vivent dans un quartier où il n'y a plus de rejet de fumée odorante et industrielle. Par ailleurs, la colonne de droite, les 2 photos que vous retrouvez là, ce sont des illustrations d'une autre controverse qui se déroule aussi à Québec, qui se déroule encore à Québec depuis donc les années 2012 et qui concerne des émanations de poussière métallique, donc constituées de différents éléments, notamment le nickel, et qui se déposent dans les quartiers centraux de la ville de Québec. La photo du dessous, c'est une illustration, une photo de ma galerie au moment où j'habitais les quartiers centraux de la ville de Québec. Et donc, pour le dire aussi très brièvement, la situation est la suivante. Les citoyens considèrent que les poussières, donc métalliques, partent du port de Québec et sont transportées par le vent pour se déposer dans leur quartier. Cette controverse-là a fait l'objet de 2 recours collectifs, d'un ensemble de débats, de conversations sociopolitiques dans l'espace donc médiatique et politique. Et ce n'est pas tout à fait réglé encore, c'est-à-dire qu'on observe encore des poussières dans les quartiers centraux de la ville, 10 ans après le moment où les citoyens ont soulevé cette question-là. J'ai aussi documenté la mobilisation pour la protection du boisé Lacerte à l'Université Laval. Moi, je m'intéresse aussi aux mobilisations citoyennes qui sont relatives à la protection des boisés urbains dans la ville de Québec. Et ça, c'est un des boisés urbain qui m'intéresse, notamment parce qu'il est situé sur le campus. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'un ensemble, à peu près 500 arbres, dont plusieurs matures, vous voyez mes enfants là, qui sont sur la deuxième photo. Donc, ces arbres, notamment matures, seront coupés pour laisser le tramway de Québec, qui viendra, là, qui sera construit dans les prochaines années, traverser cette forêt-là et avoir effectivement, on peut le penser, là, un effet sur le boisé restant, la portion restante. La dernière photo, c'est, moi j'assiste donc aux rencontres publiques et tout ça, et j'avais donc assisté à la rencontre des citoyens avec des journalistes pour éclairer les enjeux de cette question. Donc, essentiellement, quelques constats relatifs à mes recherches sur les capacités citoyennes, c'est que les citoyens ont des capacités de compréhension, de production de savoir, d'identification de solutions. Ils
Ils ont aussi un rapport au savoir, un rapport aux sciences et au pouvoir qui est émancipé, et c'est notamment grâce à leurs expériences professionnelles et personnelles antérieures. Et donc, ça, c'est vraiment un élément qui caractérise leur position vis-à-vis des problématiques qu'ils rencontrent. Les élus et les autres personnes en autorité vont interpréter très souvent les démarches des citoyens à la lumière du modèle du déficit citoyen dont je vous ai parlé il y a quelques moments, et font généralement l'économie de la contribution des citoyens à la compréhension des problèmes. Et donc, évidemment, les citoyens vont permettre de mieux comprendre les situations problématiques, mais en général, cette contribution ne fait pas partie du discours sociopolitique. On assiste même souvent à une appropriation du travail de mobilisation, c'est-à-dire que les autorités vont faire comme si elles avaient eu l'idée initiale et que l'ensemble des connaissances sur la question provenaient de leur propre initiative. Enfin, la logique capitaliste néolibérale va structurer beaucoup le discours des décideurs et des organisations, dont le mandat pourtant est d'informer, de protéger les citoyens. Donc, on va assister à du verdissement des propos, à la naturalisation de la pollution, etc. Donc, bien sûr, il y a d'autres constats qui sont issus de mes recherches, mais c'est pour vous montrer que ces recherches-là touchent différents aspects de la gestion des controverses environnementales et sanitaires. Dans les dernières années, je me suis donc intéressée à ça, les controverses environnementales et sanitaires, mais aussi à une question qui est très chère maintenant à mes yeux, la protection des données de recherche. Et je fais référence ici à une situation qui a été largement documentée au Québec, mais aussi au Canada et aux États-Unis, qui s'appelle l'affaire Maillé, ou de Maillé Case. Et essentiellement, l'affaire Maillé, c'est l'histoire d'une chercheure qui, lors de son étude doctorale, s'est intéressée à l'effet ou aux effets du développement d'un projet éolien sur les interactions entre les citoyens d'un village. Et donc, elle a montré que le projet de parc éolien a eu un impact négatif sur les interactions entre les personnes, des impacts assez importants. Et donc, elle a fait cette étude-là autour des années 2010. Et quelques années plus tard, les citoyens ont intenté un recours collectif contre la compagnie d'éoliennes et ont demandé à Maillé s'il pouvait déposer sa thèse doctorale en preuve pour illustrer effectivement les effets du projet éolien sur les citoyens. Et donc, elle a accepté que la thèse soit déposée en preuve. Or, à la suite de ce dépôt, les avocats de la compagnie ont demandé que l'ensemble des entrevues de recherche, des données de recherche nominatives, le nom des personnes, est-ce qu'ils étaient pour ou contre le projet éolien, etc., soient remis aux avocats de la compagnie d'éoliennes. Et le juge qui a entendu cette demande-là a effectivement ordonné à Maillé de remettre l'ensemble de ces données de recherche à la compagnie éolienne, malgré le fait qu'elle avait, elle, fait signer des ententes de confidentialité aux citoyens, 93 citoyens qui s'étaient prêtés aux entretiens. Donc, je fais une histoire très courte, donc c'est bien, j'imagine, la teneur de cette controverse-là. Et donc, moi, je connaissais Maillé déjà, Marie-Ève Maillé, depuis un moment. Et un jour, un article est paru dans la presse généraliste, dans le journal. Et moi, j'ai saisi l'occasion pour écrire une lettre de soutien qui a été co-signée par 200 personnes, chercheurs au Canada, anglophones et francophones, pour dénoncer cette situation et pour faire état des risques que cette situation comportait, entre autres pour Marie-Ève Maillé, mais aussi pour la recherche sur les questions socialement vives de façon générale. Et donc, à partir du moment où ma lettre a été publiée, l'Université d'Attache de Marie-Ève Maillé a enfin accepté de la soutenir et de la défendre, ce qu'elle refusait de faire depuis presque un an. Et donc, vous voyez que j'ai documenté cette controverse-là, mais j'y ai participé aussi d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je vous disais que le récit, et je l'écrivais dans la présentation de la controverse, dans la présentation de ma communication aujourd'hui, c'est un regard qui est un peu plus intime sur les controverses en question. Donc, voilà. Ici, je ne vous lirai pas l'extrait, mais c'est lors d'une entrevue, Marie-Ève expliquait comment l'intervention par la lettre co-signée a permis de faire changer le vent de direction et lui a permis de se sortir de cette situation absolument fâcheuse et difficile.
Maintenant, je vous dirais que j'étais très heureuse d'avoir documenté l'affaire Maillé, d'y avoir participé parce qu'à peu près 2 ans après le début de cette affaire, c'est moi qui me retrouvais concernée par une demande d'accès à l'information scientifique, c'est-à-dire que les avocats du Port de Québec et de la compagnie qui était responsable de certains épisodes de poussière ont demandé aux citoyens de leur remettre les communications échangées avec moi comme chercheur. Et donc, je serai très brève sur cette question-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'en parle d'ailleurs assez peu, mais j'ai tout de suite compris que je devais être représentée comme chercheur pour refuser que ces données confidentielles soient transmises. Et donc, j'ai protégé les données pendant plus d'une année et finalement, donc en refusant que ces données soient remises aux avocats, et ça s'est bien terminé, c'est-à-dire que les avocats ont abandonné cette requête de communication. Ici, on a un article qui a été publié par la FQPPU, qui est la Fédération québécoise des professeurs d'Université du Québec, article dans lequel le cas Maillé, l'affaire Maillé et l'affaire, ce qui est devenu l'affaire Pouliot, au fond, sont contrastés et où on souligne la frilosité ou les hésitations des universités à défendre ou à représenter les professeurs qui se retrouvent ou les chercheurs dans des situations similaires à celle-ci, celle que je viens d'évoquer. Maintenant, pour poursuivre dans la question des controverses, mais aussi pour vous donner une idée du contexte socio-politique qui règne dans la province de Québec au sujet de la question de la liberté universitaire. En mars 2021, le gouvernement a décidé de mettre de l'avant une commission scientifique et technique sur la liberté académique en contexte universitaire, donc la Academic Freedom, pour essayer de voir quels sont les cas et quelles sont les solutions possibles pour bien reconnaître, protéger et promouvoir la liberté universitaire. Et donc, le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur m'a contacté pour être commissaire sur cette commission, ce que j'ai accepté. Donc, nos travaux se sont échelonnés de mars 2021 à décembre 2021. Nous avons rencontré différents groupes d'intérêt, nous avons tenu des audiences publiques, nous avons réalisé un sondage, un questionnaire auprès des professeurs, auprès des étudiants aussi, et nous avons donc établi un ensemble d'appareils méthodologiques pour finalement prendre une position et recommander au gouvernement qu'une loi soit mise de l'avant qui permettrait de protéger la liberté d'enseignement et de recherche. Et c'est à la suite de ça que le gouvernement a déposé très récemment un projet de loi qui a donné lieu à une commission parlementaire autour de ce projet de loi. Donc, en mai, c'était la semaine dernière, et nous sommes évidemment intervenus. On nous a demandé d'intervenir à cet effet-là. Et donc, la raison pour laquelle je mentionne tout ça, c'est que ça vous montre quel type d'activité aussi, en termes de contribution à la collectivité, il est possible de mener et que je mène ici de mon côté à Québec. Donc, une photo de la commission scientifique et technique. Ici aussi, ça, c'était lors de la conférence de presse. Et je mentionnerai seulement que moi, j'ai participé à cette commission-là, sachant que ça allait prendre beaucoup de temps et que c'est un enjeu extrêmement vif pour plein de raisons. J'ai accepté parce que c'est la prolongation naturelle, je dirais, de mes travaux de recherche et parce que moi, je fais dans mes recherches un exercice de ma liberté universitaire au quotidien, je dirais. Vous voyez quel type de travaux je mène. Donc, différents types d'outils, je vais juste regarder s'il me reste du temps, oui. Différents types d'outils théoriques qu'on peut utiliser. Eh bien, il y a les modèles d'interaction entre les citoyens et les experts scientifiques de Michel Calon. Je passe très, très rapidement. Ça ici, c'est une illustration du modèle du déficit, selon lequel les scientifiques interagissent avec un public qui est considéré homogène, indifférencié, et que les scientifiques ont le mandat d'éduquer ce public-là. Ça, c'est un des modèles. Les deux autres modèles, celui du débat public et celui de la coproduction de savoir, sont aussi très pertinents pour donner du sens aux interactions entre les scientifiques et les citoyens dans le contexte de controverses environnementales et sanitaires. Donc, moi, j'utilise ces outils-là de façon très, très régulière. Ensuite, une autre notion qui est importante dans mes travaux, c'est la notion de sacrifice zone ou de zone sacrificielle, zone sacrifice, c'est-à-dire une zone, c'est ce qu'on voit dans le centre-ville de Québec, une zone
où les citoyens sont impactés de façon très importante par les activités diverses industrielles qui se déroulent près de leur résidence, donc dans leur milieu de vie. Le travail d'intéressement, c'est aussi une notion de Michel Calon qui est fort pratique parce que ça permet de comprendre comment des citoyens, par exemple, vont tenter d'intervenir pour sensibiliser les personnes à leur cause ou à leurs préoccupations, mais pour aussi amener ces personnes-là, et là, on pense entre autres à des élus, à adopter la même position qu'eux. Dans le cas qui m'intéresse ici, c'est la défense de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols et la présence des forêts urbaines. Donc, la notion de travail d'intéressement est souple, mais elle permet de mettre en évidence des éléments fondamentaux en termes de capacité citoyenne. Et enfin, l'une des définitions qui m'importe beaucoup, c'est celle de la liberté universitaire. Il y a plusieurs définitions possibles, mais essentiellement, on revient toujours à cette idée de pouvoir enseigner, de pouvoir discuter, pouvoir faire de la recherche et de la création, de publier et d'exprimer son opinion sur l'établissement, sur les institutions générales, sans pression, sans contrainte doctrinale interne ou externe à l'université, donc complètement librement. Je termine là-dessus. Vous l'aurez compris, ma vie de chercheur n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille, mais c'est un parcours que je vis de façon, comment je dirais, donc, avec beaucoup de reconnaissance parce que j'ai le privilège de faire de la recherche qui est socialement pertinente. Et plusieurs amitiés se sont donc bâties sur ce qu'on appelle en anglais des stories of struggle. Et j'ai autour de moi, dans différents réseaux, dans différents pays, dans différentes disciplines aussi, des personnes avec qui j'échange sur ces questions-là, notamment lorsqu'il y a eu des situations un peu plus tendues. Et donc, ça permet l'entraide, l'écoute, l'apprentissage, la visibilité et l'action. Et vous verrez ici que Audrey Groulot fait partie de ces personnes avec qui j'ai le privilège d'échanger régulièrement autour de mes travaux de recherche. Alors voilà, je vais cesser le partage et je vais laisser la parole. Bravo, bravo, merci pour votre prise de parole. Et la professeure Pouliot nous amène un enseignement de sciences très engagé dans la réalité. Et ça, c'est très important. Je crois que les questions de fond sont à qui enseigner les sciences, pourquoi enseigner les sciences et quelles sciences enseigner pour la formation de la citoyenneté, pour la participation dans tout l'ensemble de la société. Ce sont de recherche, ce sont de la participation dans les activités de la société, très important. Je vous félicite. Je suis ravi de faire connaissance de ce type de travail. Comme vous voyez, vous tous, il y a une très forte relation entre les controverses présentées par le professeur Pouliot et ce qu'on appelle les situations dans la théorie des champs conceptuels. Et c'est tout à fait la raison par laquelle cette table ronde va nous donner une possibilité d'agrandir les possibilités d'utilisation de la théorie dans d'autres domaines. Et alors, je passe la parole tout de suite pour professeur Si. C'est la même chose, vous avez environ 20-25 minutes. La parole est à vous. Merci de pouvoir partager vos connaissances avec nous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais partager mon écran. Oui, oui, oui. Voilà. Je pense que... Voilà. Moi, je vais vous amener dans un autre registre, mais qui est un registre complémentaire à ce que ma collègue Chantal Pouliot donc, a présenté. Moi, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur l'apport de la didactique professionnelle à l'enseignement des sciences et de la technologie.
vous comprendrez bien que au niveau, à ce qui se fait au niveau de l'Amérique du Nord, le plus souvent, on s'appuie sur d'autres théories didactiques donc pour enseigner les sciences. Mais moi, j'ai eu la chance donc de fréquenter d'autres écoles qui s'appuient sur d'autres théories didactiques pour enseigner d'une manière générale, mais je l'ai adapté donc à l'enseignement des sciences et de la technologie. Et pour amorcer la réflexion, j'aimerais m'appuyer sur une des définitions proposées souvent pour caractériser le domaine didactique, qui est celle donc de Alte, qui propose que la didactique soit une réflexion sur les contenus d'enseignement, sur les conditions d'appropriation des savoirs et sur l'organisation des situations d'enseignement. Et partant de cette réflexion, le plus souvent, quand on fait une conception ou bien une planification d'une situation didactique, on s'appuie donc sur des modèles descriptifs, le plus souvent le SOMA ou bien le triangle didactique. Et le premier modèle met en relation l'objet, le sujet et l'agent dans un milieu. Et le second modèle donc présente donc le savoir, la relation qui existe entre le savoir, l'élève et l'enseignant. Vous conviendrez avec moi que ces modèles peuvent être utilisés pour la qualification d'une situation dans l'univers didactique. Cependant, même si ces modèles permettent d'anticiper sur d'anticiper l'organisation et de procéder à l'analyse a posteriori donc de situations réelles d'enseignement, ils ne permettent pas d'accéder aussi bien à la dynamique qui sous-tend donc le processus de conceptualisation. En effet, on peut déjà présent soulever certains questionnements cruciaux pour la réussite d'une situation didactique qui, le plus souvent, ne trouvent pas nécessairement de réponses satisfaisantes dans ces modèles. Par exemple, on peut se poser la question à savoir comment se fait-il, par exemple, lorsqu'un élève est confronté à une difficulté concernant la compréhension d'un concept scientifique, qu'un enseignant soit souvent tenté de lui donner la réponse, la bonne réponse tout de suite, sachant pourtant qu'il devrait plutôt l'accompagner dans la résolution de cette difficulté. On peut également se poser la question à savoir comment se fait-il que l'enseignante ou bien l'enseignant de sciences, lors du processus de conceptualisation, occupe parfois un temps de parole bien plus important que les élèves, alors qu'ils s'attribuent pourtant un rôle de guide ou de médiateur dans l'élaboration des savoirs dans le processus de conceptualisation. On peut également donc soulever la question à savoir comment amener les élèves à prendre part activement à l'élaboration des savoirs scientifiques pertinents en jeu dans un débat scientifique, dans un processus de conceptualisation, tout en préservant la qualité des interactions, des relations interactionnelles autant pour moi. Et finalement, le dernier questionnement que j'aimerais soulever, c'est comment concilier le caractère linéaire d'une planification didactique avec le caractère chaotique. Mais quand je parle du caractère chaotique, c'est les prérequis non maîtrisés, problèmes de gestion de classe, intérêt non suscité, attention non suscité, motivation également non suscitée d'une situation didactique dans un processus de conceptualisation des savoirs. Donc, vous voyez, ce sont des questionnements qu'on peut soulever et je nous invite donc à réfléchir comment on pourrait répondre à ces questions
dans le domaine de la recherche, mais également dans le domaine d'accompagnement de stagiaires en enseignement des sciences ou bien d'accompagnement d'enseignants qui sont sur le terrain et qui se posent ces mêmes questions-là. Et dans mes travaux, j'ai eu le privilège d'utiliser un outil. J'utilise également cet outil dans mes tâches d'accompagnement des stagiaires et également dans mes tâches de discussion avec des enseignants qui exercent sur le terrain, et que cet outil s'appuie sur la didactique professionnelle, et j'aimerais partager mes réflexions avec vous et nous inviter à réfléchir sur cet outil-là et quel apport ça pourrait avoir dans le processus de conceptualisation des savoirs scientifiques. Et j'aimerais rappeler, avant de vous présenter cet outil, quelques principes fondateurs donc, de la didactique professionnelle, en m'appuyant sur donc, les réflexions donc, de Vinatier, qui nous dit que l'activité professionnelle est porteuse de conceptualisation, même en cas d'échec. Donc, quand l'enseignant met en œuvre un processus de conceptualisation, il peut arriver qu'il éprouve des difficultés pour atteindre au final ses buts. Mais c'est très intéressant que l'enseignant puisse accéder à l'organisation du processus de conceptualisation pour pouvoir s'ajuster et au final atteindre donc, les buts qu'il s'était fixés auparavant au moment de la planification didactique. Mais également en sciences, c'est très important ce processus-là parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi les élèves n'arrivent pas à réussir une tâche qui leur est proposée, par exemple une tâche de laboratoire, et que les élèves n'arrivent pas au final à réussir l'activité de laboratoire ou bien à produire un rapport de laboratoire au regard donc, des compétences ciblées, au regard donc, des ressources qui ont été ciblées donc, par la séquence didactique. Et le deuxième principe, c'est que la formation suppose l'accès à la conceptualisation en situation qui organise l'activité professionnelle. Donc, si l'enseignant de sciences a l'opportunité d'accéder donc, au processus de conceptualisation, à l'organisation du processus de conceptualisation, ça l'aiderait à comprendre comment ajuster sa pratique effective pour pouvoir répondre aux besoins des élèves en difficulté, mais aussi pour pouvoir consolider les éléments qui sont importants dans sa pratique, donc dans de futurs processus de conceptualisation des savoirs scientifiques. Et le modèle que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, donc c'est un modèle proposé par Isabelle Vinatier, qui est une professeure donc émérite à l'Université de Nantes, qui est actuellement à la retraite. Le modèle s'appuie sur deux théories. La première théorie, c'est la théorie de l'activité humaine proposée par Gérard Vergniaud, qui suppose que la compréhension de l'activité à travers l'organisation des schèmes. Et pour Gérard Vergniaud, donc un schème, c'est ce qui est transposable, ce qui est généralisable ou bien différenciable dans une action posée en situation d'enseignement, et qu'on pourrait transférer ou bien différencier ou bien généraliser dans une action suivante. En d'autres termes, c'est ce qui organise le processus de conceptualisation. Et la deuxième théorie, c'est la théorie linguistique interactionniste, donc de Catherine Quebra-Orecchioni, qui suppose que tout échange entre acteurs est une construction collective, c'est-à-dire que chaque interlocuteur exerce une certaine influence, que ce soit verbale ou paraverbale, sur l'autre. Qu'est-ce que ça voudrait dire en enseignement des sciences? Qu'est-ce que nous renseignent ces deux théories en enseignement des sciences? C'est que, par exemple, pour la première théorie, quand on est dans le processus de conceptualisation, on souhaiterait que les élèves soient capables donc de repérer
des éléments importants qui ne varient pas et qu'on pourrait généraliser ou bien qu'on pourrait transférer dans de nouvelles situations pour permettre donc de s'approprier un nouveau concept. Et la deuxième théorie en enseignement des sciences, c'est que quand l'enseignant met en œuvre le processus de conceptualisation, il exerce une certaine influence sur les élèves, mais le comportement des élèves aussi exerce une certaine influence sur donc, la mise en œuvre du processus de conceptualisation initié par l'enseignant. Donc, et le plus souvent, quand on fait une planification didactique et qu'on s'appuie sur les modèles théoriques que je vous ai présentés précédemment, on fait fi le plus souvent à ces questionnements-là. Et puis, quand on arrive en situation didactique réelle, on peut être confronté à des difficultés. Et si on n'a pas accès à l'organisation, à la dynamique du processus de conceptualisation, il nous serait difficile donc d'arriver à proposer des ajustements pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, mais aussi susciter l'intérêt des élèves, motiver les élèves à participer activement dans la réalisation des tâches donc, lors du processus de conceptualisation. Donc, le modèle EPR, comme on parle de conceptualisation, ben, considère la conceptualisation comme étant un processus qui mobilise un ensemble de situations. Et en enseignement des sciences, c'est important de contextualiser les apprentissages. Ça permet aux élèves de donner du sens au concept. Ça permet aux élèves donc de pouvoir s'orienter par rapport à l'importance du concept, à l'utilité du concept dans leur expérience, dans leur vécu ou bien même dans l'actualité. Et ça me permet de faire un lien avec Chantal Pouliot présenté tantôt. Mais ça permet également aux élèves de dire, OK, ce concept de science, ça pourrait m'aider, par exemple, à prendre position par rapport à une situation controversée, par exemple. Quand il s'agit d'étudier ces situations controversées, ça permet à l'élève, par exemple, ce contexte de se situer par rapport à cet objet de recherche. Le modèle EPR considère également la conceptualisation comme étant un ensemble d'invariants qui orientent l'opérationnalité des schèmes. Comme nous l'avons mentionné tantôt, dans le processus de conceptualisation, on invite les élèves à s'approprier un ensemble de ressources de développement de compétences. Et quand je parle donc d'un ensemble de ressources de développement de compétences, je fais allusion au savoir essentiel, aux démarches, aux techniques, aux habiletés que les élèves doivent travailler pour pouvoir les transférer afin de s'approprier le concept ou bien de comprendre un phénomène scientifique et technologique. Et le dernier élément, c'est que la conceptualisation est considérée par le modèle EPR comme étant un ensemble de formes langagères représentant symboliquement le concept. Et ce que ça voudrait dire en enseignement des sciences, c'est qu'on souhaite le plus souvent que l'élève formalise son niveau d'appropriation des ressources, nous démontre le niveau de développement de ses compétences par sa capacité de mobiliser et de transférer ses ressources, mais en verbalisant sa compréhension du concept en jeu. Ce qui fait que ici, le caractère langagé est important donc dans le modèle EPR parce qu'on va le voir tantôt quand je vais présenter de manière détaillée le modèle. Le modèle nous permet d'analyser la dynamique interactionnelle entre les différents acteurs lors d'une situation didactique. Mais que nous propose le modèle et comment on peut comprendre le modèle dans un processus de conceptualisation en sciences? Le modèle nous demande de considérer les différents enjeux et d'analyser la mise en tension de ces enjeux-là pour arriver à un équilibre.
Et ces enjeux sont les enjeux épistémiques. Quand on parle d'enjeux épistémiques, on fait référence au processus d'appropriation des ressources, au processus de conceptualisation, donc les compétences ciblées, comment les travailler, les ressources ciblées, comment également amener les élèves à se les approprier. Et les enjeux pragmatiques font référence à comment conduire le processus de conceptualisation, comment réguler donc l'enchaînement des différents épisodes, c'est-à-dire les étapes, les tâches, les activités, et comment également amener les élèves à institutionnaliser leur niveau d'appropriation des ressources, mais également de nous démontrer qu'ils ont bien compris le concept. Et le dernier pôle, ce sont les enjeux relationnels, et j'en avais fait part tantôt. Quel climat de classe faut-il mettre en place pour favoriser la conceptualisation des savoirs scientifiques et quelles sont les relations que les acteurs entretiennent? Est-ce que ce sont des relations consensuelles? Est-ce que ce sont des relations de conflit? Et quelle position occupe chaque acteur dans le processus de conceptualisation? Je vous ai mentionné tantôt que chaque acteur pourrait avoir une certaine influence sur l'autre. Est-ce que ici, c'est une position de domination? Ou bien est-ce que c'est une position où chaque acteur laisse une certaine place à l'autre? Donc, le modèle nous propose de réfléchir et de convoquer tous ces enjeux et d'arriver donc à avoir un équilibre et que la pratique qui permet donc de mettre en œuvre le processus de conceptualisation amène donc un équilibre dans la mise en tension de ces différents enjeux-là. Je vais tout simplement vous donner des exemples concrets tantôt. Par exemple, si dans le processus de conceptualisation, l'enseignant met beaucoup plus l'accent sur les enjeux épistémiques, ce qu'il importe, c'est tout simplement venir donner des savoirs et puis probablement amener les élèves à se les approprier sans pour autant voir si les élèves ont des difficultés, aller chercher les représentations des élèves, et quel est le rapport au savoir que les élèves entretiennent avec l'objet de savoir. Et vous voyez que ça peut devenir problématique du point de vue de l'enchaînement des épisodes, c'est-à-dire des activités, la conduite des activités, des tâches. Et du point de vue relationnel, étant donné que les élèves sont un peu insatisfaits ou bien démontrent une certaine insatisfaction face donc au processus de conceptualisation, ils peuvent manifester leur désaccord par des comportements qui ne sont pas souhaitables ou bien souhaités lors d'une situation de conceptualisation des savoirs. Ce qui fait que si dans la recherche, on a accès à cette dynamique de la conceptualisation, ou bien lors d'un accompagnement de stagiaires ou bien d'enseignants sur le terrain, on a accès à l'organisation de cette dynamique, on peut les amener donc à reconsidérer les autres pôles pour arriver à l'équilibre que nous avons présenté tantôt. C'est la même chose par rapport donc à aux autres pôles, si c'est le pôle pragmatique qui importe, par exemple, l'enseignant et qui est mis de l'avant au détriment des autres enjeux, ça va encore poser problème donc, dans le processus de conceptualisation si l'enseignant veut juste faire avancer sa science et arriver à dérouler sa planification de la séquence didactique telle que prévue dans sa planification. Et puis, il ne cherche pas à comprendre si les élèves ont des difficultés avec des ressources ou bien est-ce que si les élèves sont capables de transférer les ressources qui sont appropriées. Là également, les élèves pourraient manifester donc leur insatisfaction à travers le comportement et l'enseignant va devoir revenir et gérer sa pratique de manière catastrophique par des gestions d'incidents, ce que j'appelle d'incidents, donc des comportements qui ne sont pas désirés et puis que les élèves manifestent pour démontrer leur insatisfaction par rapport au processus de conceptualisation. Et le dernier cas que j'aimerais partager avec vous, c'est quand l'enseignant de sciences met beaucoup plus l'accent sur le relationnel. Il veut que les élèves se comportent bien, il veut que les élèves soient, entre guillemets, donc,
son ami, bien ses amis, etc., ça peut poser problème au niveau également épistémique et au niveau pragmatique parce que au lieu de s'assurer et de sécuriser l'appropriation des savoirs, l'enseignant va essayer de se faire plaire donc pour que les élèves le voient bien, pour que les élèves puissent se comporter bien, au lieu également de faire avancer les activités pour que les élèves puissent avancer dans leur apprentissage. Donc, ce sont des questionnements que j'aimerais soulever à travers donc cette réflexion et je nous invite également à réfléchir sur comment intégrer ces genres de modèles pour pouvoir réussir à planifier convenablement une situation didactique et la mettre en œuvre dans une perspective de développement de compétences et que les élèves puissent y voir leur intérêt, soient motivés à s'engager, soient également attentionnés donc, par rapport à l'appropriation des ressources qui ont été planifiées par l'enseignant dans le contexte de l'enseignement des sciences et de la technologie. J'espère bien que mon début n'a pas été si rapide que ça et puis que ça a permis au moins au traducteur d'arriver à traduire les éléments. Si vous avez des questions, je serai à votre entière disposition et puis je vous remercie de votre aimable attention. J'arrête le partage. Merci beaucoup, professeur Sy. Professeur Sy, il nous amène, nous présente le modèle EPR inspiré par la théorie, la production de Gérard Vergniaud, le concept de schème, des invariants, le propre modèle pour le concept en 3 parties. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et professeur Sy nous amène aussi une question qu'il a dit au début de son présentation, que je crois que c'est très important pour tous les domaines de la didactique en général. Je crois que la pire chose qu'on peut faire, c'est de répondre tout de suite à une question posée par un élève. Il faut savoir qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il a posé cette question. C'est très important de donner la parole, de laisser que chaque élève puisse expliquer la raison par laquelle il a posé la question pour juste après, on puisse répondre. C'est génial, je vous félicite pour votre présentation. Tout à coup, je passe la parole à Audrey Groulot pour conduire sa présentation. Audrey, la parole est à vous. Merci. Donnez-moi un petit instant, je partage mon écran. Pouvez-vous juste me faire un petit signe si vous voyez bien mon écran et les pages qui défilent? Ousmane fait signe que oui. Très bien. Bonjour, je vous remercie de l'invitation, puis je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je viens de me rendre compte que j'ai déjà commencé à parler trop vite, donc je vais ralentir. J'ai un défaut dans la vie, je parle très vite, donc je vais faire attention. Je suis très heureuse d'avoir vu les 2 présentations précédentes. Je me permets de vous dire que ce sont 2 personnes qui m'influencent beaucoup dans mon travail depuis de nombreuses années. Donc, j'ai été l'étudiante de Chantal Pouliot à la maîtrise et au doctorat. Et vous allez voir dans mes propos l'influence de son travail. Mon collègue, puis par rapport aussi, en fait, aux aspects aux disciplines contributives qui alimentent les travaux de Chantal, mais qui alimentent les miens aussi depuis plusieurs années, donc en particulier les outils de la sociologie des sciences. Mais vous avez vu aussi apparaître dans les travaux de Chantal et dans les miens sans doute sur des outils de la communication et des outils de la philo qui prennent une place importante dans notre travail. Mon collègue Ousmane Sy, qui est ici aussi, est à la même université que moi et il m'influence beaucoup autour, entre autres, de mon enseignement parce qu'il réussit de façon exemplaire à
alimenter ces travaux de didactique des sciences à l'aide de réflexions qui sont aussi d'ordre pédagogique. Donc, faire des liens étroits entre la pédagogie et la didactique des sciences. Donc, la table ronde d'aujourd'hui a été montée, entre autres, en réfléchissant à la didactique des sciences québécoises, mais aussi en particulier en ce qui concerne l'apport de différentes disciplines à ces travaux. Vous avez vu qu'on a moins parlé explicitement des travaux de Gérard Vergniaud. Ce sont des travaux qui nous intéressent aussi beaucoup en contexte québécois, mais on utilise aussi d'autres cadres théoriques qui, comme je disais, sont souvent issus d'autres disciplines. Donc, mais aussi souvent de travaux français. Chantal vous parlait tout à l'heure de Michel Callon, Ousmane vous parlait d'Isabelle Vinatier. Je m'inspire aussi beaucoup des travaux de la sociologie des sciences françaises. Donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule « Modéliser les rapports aux experts et aux expertes scientifiques de futurs enseignants, scientifiques et ingénieurs ». Donc, il s'agit en fait de l'ensemble de mes travaux depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que je m'intéresse au sens large à l'enseignement et à l'apprentissage des questions technoscientifiques d'actualité à l'aide de différents cadres théoriques. Mais l'aspect qui m'intéresse le plus dans ce large champ-là, c'est la question des rapports aux experts et aux expertes scientifiques de divers groupes de personnes. Donc, pourquoi s'intéresser aux rapports aux experts et aux expertes scientifiques? Mais d'abord parce que les questions technoscientifiques d'actualité émergent régulièrement. On peut penser évidemment dans les dernières années à la pandémie de COVID-19, mais aussi à l'urgence climatique. Et dans le cadre de ces questions technoscientifiques d'actualité-là, donc dans leur cours et leur gestion, interviennent très souvent des experts et des expertes scientifiques et les citoyens et les citoyennes se retrouvent à beaucoup interagir avec ces personnes expertes-là, alors que les citoyens et les citoyennes souhaitent construire leur propre opinion, prendre des décisions individuelles et collectives, agir dans leur milieu et ainsi de suite. Donc, pourquoi je m'intéresse au rapport aux experts et aux expertes scientifiques? Là, je vais partir d'en bas. C'est entre autres parce que les démarches de construction d'opinion puis la participation citoyenne, ça fait partie des programmes d'études. En particulier, ici au Québec, on enseigne explicitement une démarche de construction d'opinion au primaire et au secondaire dans le cadre de questions technoscientifiques d'actualité. Donc, on amène les élèves, dès le plus jeune âge, à être capables de problématiser, contextualiser des questions d'actualité. On les amène à être capables de maîtriser des aspects scientifiques, technologiques, mais aussi sociaux, éthiques, politiques, juridiques, etc. de ces questions-là. Et ensuite, à se construire une opinion qui se veut éclairée, qui se veut réfléchie et pouvoir en discuter avec les autres. Donc, lorsqu'on souhaite se construire une telle opinion, bien évidemment, on doit pouvoir s'informer, on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir user de sa pensée critique et cela se fait souvent, au moins minimalement, au contact de certaines personnes expertes. Donc, ça ne se produira pas de la même façon si on entretient par exemple, un rapport de dépendance aux experts scientifiques ou au contraire, si on entretient un rapport de coopération avec les experts ou les expertes ou, par exemple, un rapport d'empowerment par rapport aux experts. C'est aussi parce que les citoyens et les citoyennes sont capables de faire une contribution pertinente et significative dans les questions technoscientifiques d'actualité. Chantal vous en a parlé tout à l'heure, donc elle a montré que des citoyens et des citoyennes faisaient des contributions tout à fait remarquables dans le contexte de certaines de ces questions-là. Et la sociologie des sciences, d'ailleurs, les études en sociologie des sciences ont montré que ces contributions-là sont tout à fait possibles depuis une trentaine d'années. Et encore une fois, lorsqu'on souhaite que les citoyens et les citoyennes fassent ces contributions-là, il faut que l'on reconnaisse leur capacité et que l'on voit que leur rapport aux experts et aux expertes scientifiques puisse s'éloigner d'un rapport de dépendance ou d'un rapport d'intimidation, par exemple.
Je m'intéresse aussi aux rapports aux expertes scientifiques pour outiller les personnes, hein, les jeunes et les moins jeunes. J'écris les jeunes d'abord parce qu'on travaille souvent auprès d'étudiants, d'étudiantes, d'élèves, mais c'est valable aussi pour les adultes. Donc, pour outiller les personnes à être en mesure d'analyser des situations, à être en mesure de prendre part au débat, au processus sociopolitique de prise de décision, puis aussi pour pouvoir agir dans leur milieu à petite, moyenne et grande échelle. Dans mes recherches, je travaille pour l'instant auprès de 2 groupes principaux et je me prépare dès cet été à travailler auprès d'un 3e groupe. Donc, pour l'instant, dans mes recherches, je travaille auprès de futurs enseignants et enseignantes du primaire. Donc, j'ai fait ma thèse sur les rapports aux experts scientifiques de futurs enseignants et enseignantes du primaire. Dans les dernières années, et en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID, mais j'avais commencé auparavant, je me suis intéressée aux rapports aux experts et aux expertes scientifiques, de futurs scientifiques et ingénieurs. Donc, eux-mêmes et elles-mêmes, comment ils voient leur propre participation dans les questions techno-scientifiques d'actualité. Comment ils voient leur relation avec des personnes qui estiment être experts et expertes scientifiques. Est-ce qu'ils considèrent eux-mêmes être des experts et des expertes scientifiques, des experts et des expertes en devenir? Autre chose, comment ils concilient leur identité citoyenne et leur identité de scientifique, et ainsi de suite. Donc, au départ, dans le contexte de ma recherche doctorale, j'ai construit une première typologie, un modèle des rapports aux experts scientifiques de futurs enseignants du primaire. Et j'ai élargi ce modèle-là. D'ailleurs, entre autres, dans un article que j'ai écrit avec Chantal l'année passée, je vais vous montrer quelques-unes des figures qu'on a produites dans le cadre de ce travail-là. J'ai élargi ce modèle-là pour qu'il puisse aussi prendre en considération les rapports aux experts scientifiques de futurs scientifiques et ingénieurs. Et comme je vous disais, dès cet été, je vais rencontrer des citoyens et des citoyennes pour, bien sûr, documenter leur rapport aux experts et aux expertes scientifiques, mais aussi pour mettre à l'épreuve le modèle qui a été développé au cours des dernières années et peut-être le revoir. Vous savez, dans une démarche de modélisation, on va produire un premier modèle, on va le mettre à l'épreuve, on va l'améliorer, le mettre à l'épreuve encore. Donc, je le vois vraiment comme une démarche itérative. Donc, il y a déjà eu 2 premières versions de ce modèle. Il y aura probablement une 3e version qui suivra au cours des prochains mois ou des prochaines années. Donc, qu'est-ce que le rapport aux experts et aux expertes scientifiques? Donc, je travaille à partir d'une définition du rapport au savoir qui a d'abord été produite par Charlot et qui a ensuite été adaptée par Chantal Pouliot, qui se présente, pour faire en quelque sorte une déclinaison de la notion de rapport au savoir pour en arriver à la notion de rapport aux experts scientifiques. Donc, pour moi, le rapport aux experts scientifiques, c'est l'ensemble des relations que des personnes entretiennent avec des activités, des relations interpersonnelles, des lieux, des personnes considérées comme experts scientifiques, des situations, des obligations, liées en quelque façon à l'apprendre et au savoir. Par là même, le rapport aux experts scientifiques est aussi rapport au langage, au temps, à l'activité dans le monde et sur le monde, aux autres et à soi-même, mais surtout comme plus ou moins capable d'apprendre telle chose dans telle situation. Donc, vous voyez que c'est la définition du rapport au savoir de Charlot qui a été adaptée pour devenir le rapport aux experts et aux expertes scientifiques. La difficulté du concept ou de la notion de rapport aux experts ou du rapport au savoir, c'est toujours la même, c'est celle de l'opérationnaliser. Donc, dans des recherches, comment on fait pour aller documenter les rapports au savoir? C'est une question qui s'est beaucoup posée au cours des dernières décennies, hein, parce que la notion de rapport au savoir remonte à 1997, et même avant, là, des premiers écrits de Charlot Bauthier-Rochex au début des années 1990. Donc, dans mes travaux, j'opérationnalise la notion de rapport aux experts et aux expertes scientifiques de la façon suivante. Donc, selon les 3 dimensions du rapport au savoir, le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport à l'activité dans le monde et sur le monde. Et dans mes propres recherches, ce que je fais, c'est que je fais l'inventaire dans le discours des participants et des participantes
pour le rapport à soi, des rôles, capacités et incapacités que les participantes, j'écris au féminin, mais c'est les participantes et les participants, s'attribuent. Les rôles, capacités et incapacités que les participants et les participantes attribuent aux citoyens et aux citoyennes, alors qu'ils et elles se considèrent comme des citoyens et des citoyennes. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les participants et les participantes vont parler de nous, les citoyens, et à d'autres moments, ils vont parler d'eux, les citoyens et les citoyennes. Dans ce cas-là, ce sera un rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître les rôles, capacités et incapacités que les participantes attribuent aux citoyens et aux citoyennes à deux endroits. Donc, parfois, les participantes vont s'associer aux citoyens et aux citoyennes, et parfois, elles vont plutôt, pas nécessairement s'en dissocier, mais en parler comme des personnes extérieures à elles. Donc, je reviens, rapport à soi, les rôles, capacités, incapacités que les participants et participantes s'attribuent et attribuent aux citoyens et aux citoyennes alors qu'ils considèrent faire partie de ce groupe-là. Rapport aux autres, même principe, rôle, capacité, incapacité que les participantes attribuent aux scientifiques, aux experts scientifiques, aux citoyens et aux citoyennes lorsqu'ils ne font pas partie de ce groupe, lorsqu'ils ne considèrent pas faire partie de ce groupe. Et aussi, j'ai mis aux scientifiques et aux experts, mais dans la question du rapport aux experts et aux expertes scientifiques apparaît aussi souvent la question du rapport d'autres groupes comme les gouvernements, les entreprises privées et ainsi de suite. La question du rapport à l'activité dans le monde et sur le monde est plutôt opérationnalisée en décrivant les interactions que les participants et les participantes décrivent entre les citoyens et les citoyennes d'une part, et d'autres groupes d'actrices et d'acteurs sociaux d'autre part. Donc, autrement dit, j'utilise des instruments méthodologiques comme les questionnaires écrits. Donc, ce sont des questionnaires qui sont ouverts. Ce ne sont pas des questionnaires, par exemple, avec des échelles de Likert. Ce sont des questionnaires qui se veulent ouverts. J'ai aussi enregistré des séances d'un jeu de discussion qui s'appelle Decide. C'est un jeu de discussion autour de questions technoscientifiques d'actualité. Donc, j'ai enregistré des séances de jeu en particulier autour de la controverse entourant le développement et la commercialisation des nanotechnologies. Et aussi, je fais des entretiens. Je dirais que depuis la COVID, on fait moins de jeux de société parce qu'ils sont en personne et même moins de questionnaires aussi. Je dirais que les gens ont tellement été, ont tellement été immergés dans les questions technoscientifiques d'actualité depuis environ 2 ans qu'on peut passer directement aux entretiens, c'est-à-dire que les gens sont tout à fait à l'aise de parler des rôles, des capacités, des incapacités qui attribuent à différents groupes d'acteurs sociaux dans le contexte de questions d'actualité. Ils sont tout à fait à l'aise de parler des interactions aussi qu'ils considèrent être possibles et souhaitables entre ces groupes directement dans le contexte d'entretien. Donc, là, vous voyez un grand tableau qui n'est pas nécessairement, le but d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de le décrire dans le détail, mais c'est le premier modèle que j'ai construit autour des rapports aux experts et aux expertes scientifiques de futures enseignantes du primaire. Donc, dans ce premier modèle-là, j'ai construit une typologie de 4 types de rapports aux experts et aux expertes scientifiques de futurs enseignants du primaire. Donc, un rapport de dépendance aux experts, un rapport de coexistence avec les experts et les expertes, un rapport de coopération et un rapport d'empowerment face à eux. Et je vous donne un exemple. Je vais vous donner, dans le fond, le premier et le dernier exemple. Donc, dans les personnes qui entretiennent un rapport de dépendance aux experts et aux expertes scientifiques vont attribuer le rôle de décideur aux scientifiques, avec ou sans les ingénieurs. Donc, c'est un rapport dans lequel on va déléguer, dans le fond, les citoyens et les citoyennes vont déléguer le rôle de décideur aux experts. Le rôle de décideur, dans ce cas-là, va souvent être justifié soit par l'attribution des capacités que détiendraient les scientifiques. Par exemple, ils seraient capables de bien comprendre les enjeux scientifiques, ils seraient capables de prendre des décisions qui sont éclairées, ou encore par des incapacités que ces participants et participantes-là attribuent aux citoyens et aux citoyennes. Donc, tout à l'heure, Chantal Pouliot vous parlait du modèle du déficit. Donc, l'idée selon laquelle les citoyens souffriraient de déficit de connaissances, de compréhension ou encore d'intérêt par rapport aux sciences et à la technologie, on retrouve un peu de ce modèle-là
dans ce rapport aux experts et aux expertes scientifiques-là. C'est-à-dire que les participantes et les participantes vont avoir tendance à attribuer des déficits aux citoyens puis aux citoyennes. Dans peu de capacités vont être attribuées aux citoyens et aux citoyennes. Je me prends une petite gorgée d'eau. Au contraire, on va aller à l'autre bout du spectre. Il y a des participantes qui entretiennent un rapport que j'ai appelé d'empowerment face aux experts et aux expertes scientifiques. Donc, dans ce cas-ci, le rôle de décideur va être attribué aux citoyens et aux citoyennes, souvent après avoir travaillé de concert avec d'autres groupes d'actrices et d'acteurs sociaux. Par exemple, avec des scientifiques, avec des gouvernements, avec des entreprises privées et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, on va attribuer des rôles nombreux et variés aux citoyens et aux citoyennes, un nombre de rôles plus nombreux qu'aux scientifiques, par exemple. Donc, il va y avoir une asymétrie entre le nombre de rôles attribués aux citoyens et aux citoyennes d'une part et aux scientifiques d'autre part. Donc, le nombre de rôles attribués aux citoyens et aux citoyennes va être plus élevé que celui qui va être attribué aux scientifiques. Par ailleurs, dans ce modèle-là, les participants puis les participantes vont vraiment mettre l'accent dans leur discours sur les citoyens puis les citoyennes, moins sur les scientifiques et moins sur les autres groupes d'actrices et d'acteurs sociaux. Donc, puisque ce sont les citoyens et les citoyennes qui vont prendre les décisions, c'est à eux puis à elles qu'on pense lorsqu'il est question d'attribuer des capacités puis des incapacités. On parle moins dans ce cas-là des autres groupes d'actrices et d'acteurs sociaux. Donc, je vous ai présenté deux des rapports aux experts et aux expertes scientifiques qui avaient été construits dans le premier modèle, mais il y en avait 4. Vous avez accès à la diapositive pour pouvoir voir les autres si ça vous intéresse. Or, ça, c'est un modèle que j'ai construit au moment où je m'intéressais au rapport aux experts et aux expertes scientifiques de futurs enseignantes du primaire. Mais lorsque je me suis mise à rencontrer des futurs scientifiques et ingénieurs, je me suis rendu compte que mon modèle, il tenait en partie, mais pas suffisamment à mon goût. C'est-à-dire que les rapports aux experts, aux expertes scientifiques de futurs scientifiques et ingénieurs étaient encore plus complexes en ce sens que ces personnes-là jonglaient avec différentes identités. C'est le cas de tout le monde, bien sûr, mais eux en particulier jonglaient avec des identités citoyennes puis des identités scientifiques. Et ces identités-là, citoyennes et scientifiques, étaient en pleine transformation parce que c'était des futurs scientifiques et ingénieurs. Donc, ceci est lié à un texte qui a été publié par Chantal et moi l'an dernier. On a construit un nouveau modèle autour de 3 axes pour les rapports aux experts et aux expertes scientifiques. Dans ce cas-ci, c'était pour à la fois les futurs scientifiques et ingénieurs, mais ça fonctionnait aussi pour les futurs enseignants du primaire. Donc, j'ai bien hâte de le mettre à l'essai, à l'épreuve auprès de citoyens et de citoyennes pour voir si c'est un modèle qui tient toujours. Donc, le premier axe, c'est l'axe de l'attribution des rôles de formuler ce qui fait problème, d'agir et de décider dans le contexte de questions technoscientifiques d'actualité et les points de vue des personnes qu'ils émettent, qu'ils produisent dans le contexte d'entrevues, par exemple, vont s'étendre du pôle de dépendance vers le pôle d'empowerment. Dans le pôle de dépendance, on va déléguer à d'autres groupes, habituellement les experts et les expertes scientifiques, le rôle de formuler ce qui fait problème, d'agir et de décider. Alors que vers le pôle empowerment, plus on se déplace dans le fond de la gauche vers la droite sur cet axe-là, plus on va s'attribuer à soi-même, plus on va s'approprier le rôle de formuler ce qui fait problème, d'agir et de décider. Donc, une personne pourrait se retrouver n'importe où sur cet axe-là. Ce n'est pas un axe qui est discret, c'est un axe qui est continu entre le pôle dépendance et empowerment en ce qui concerne l'attribution des rôles de formuler ce qui fait problème, d'agir et de décider. Je vois que j'arrive à 20 minutes, donc il me reste pour environ 5 minutes. L'axe 2, interaction entre les différents groupes d'actrices et d'acteurs sociaux. Donc, on peut aller de la coexistence vers la coopération. Donc,
La coexistence, ici, c'est l'idée selon laquelle les groupes ont chacun leur rôle dans le cours et la gestion de questions techno-scientifiques d'actualité, mais ont peu d'interaction entre eux. Et chaque rôle sera attribué de façon exclusive ou quasi exclusive à un groupe d'actrices et d'acteurs sociaux. Ça, c'est du côté gauche. Et plus on va vers la coopération, plus les rôles sont attribués conjointement à divers groupes d'actrices et d'acteurs sociaux, et plus il y aura de coopération entre ces groupes dans le cours et la gestion de questions techno-scientifiques d'actualité. Le troisième axe, c'est celui des représentations de l'expert ou de l'experte scientifique, donc qui va du refus de l'expertise scientifique, que l'on a vu un peu dans le contexte de la pandémie de COVID-19, mais qu'on avait vu apparaître aussi dans d'autres contextes, et qui était d'ailleurs bien documenté aussi par des chercheurs et des chercheuses en sociologie des sciences, jusqu'à l'identification à l'expert ou à l'experte scientifique. Donc, considérer qu'on est soi-même un expert ou une experte scientifique. Pour moi, à peu près au centre, c'est l'idée de la personne qui, à la fois, considère qu'il existe des experts et des expertes scientifiques, mais qui ne considère pas nécessairement en être un. Et sur cet axe-là, on peut aussi aller, c'est aussi un axe qui se veut continu. On peut se placer n'importe où sur l'axe du refus à l'identification aux experts et aux expertes scientifiques. Donc, chaque personne, pour les discours de chaque personne pourraient être placés sur chacun de ces trois axes-là. Et l'ensemble de l'endroit où se positionne cette personne par rapport aux trois axes constituerait son rapport aux experts ou aux expertes scientifiques. Et c'est constitué en partie d'un rapport à soi, par exemple l'identification à l'expertise, d'un rapport aux autres aussi. En étant sur cette diapo-là, je vais vous parler du refus, par exemple, et d'un rapport à l'activité dans le monde et sur le monde. Donc, ce qu'on considère être des experts, quelles interactions il devrait y avoir entre les groupes d'actrices et d'acteurs sociaux, etc. Donc, les prochaines étapes et l'utilisation du modèle. Donc, prochaines étapes, je vous l'ai dit, c'est... Excusez-moi, je me rends compte que je me suis remise à parler très vite. Je vais ralentir. Donc, prochaines étapes, élargir ce modèle-là aux citoyens et aux citoyennes, c'est-à-dire le mettre à l'épreuve après avoir rencontré plusieurs participants et participantes qui ne seront pas nécessairement des étudiants ou des étudiantes universitaires. À ce jour, j'ai travaillé ou collégiaux. À ce jour, j'ai travaillé avec des futurs enseignants et enseignantes du primaire et avec des futurs scientifiques et ingénieurs. Mais l'idée, ce serait d'aller rencontrer toutes sortes de personnes qui ne sont pas nécessairement des étudiants et des étudiantes universitaires ou collégiaux pour voir si le modèle tient. Et en quoi ce modèle-là est intéressant? C'est qu'on peut l'utiliser, bien sûr, pour mieux comprendre divers aspects des rapports aux experts et aux expertes scientifiques. Donc, avec les trois axes, ça nous permet de, en quelque sorte, décortiquer ces rapports-là aux experts et aux expertes scientifiques et mieux comprendre ce qui les compose, ces rapports-là. Ça permet aussi d'examiner des situations. Donc, on a vu... je vous donnerai un exemple en contexte québécois, il ne vous parlerait peut-être pas beaucoup, mais on a vu, entre autres, notre premier ministre du Québec, pendant la pandémie, souvent référer à se fier aux experts et prendre cette telle décision après avoir consulté les experts. Bien, on pourrait, par exemple, examiner ce discours-là et voir quel serait le rapport aux experts et aux expertes scientifiques du premier ministre du Québec, alors qu'il parle de ses choix en contexte pandémique. Et bien sûr, on peut s'en servir pour la formation des futurs scientifiques, ingénieurs, enseignants et enseignantes. Je vous rappelle que les futurs enseignants et enseignantes, les enseignants et enseignantes doivent former les élèves à participer aux questions technoscientifiques d'actualité. Et on invite bien sûr de plus en plus les scientifiques et les ingénieurs à prendre part aux questions technoscientifiques d'actualité de concert avec d'autres groupes d'actrices et d'acteurs sociaux, donc de convoquer un modèle comme celui-là dans leur formation pourrait être une façon utile d'aborder ces questions-là. Je m'arrête ici, je vous remercie de votre attention. J'ai quelques diapos, j'ai quelques références ici et moi aussi, j'arrête le partage d'écran.
Merci Audrey, ça c'est génial. Ton tableau pour analyser ces questions. Ici au Brésil, c'est très bizarre, mais il y a beaucoup de spécialistes de WhatsApp pendant toute la pandémie et tous les gens ont reçu des informations, de fausses informations par WhatsApp. Beaucoup de gens pensent que spécialistes dans le virus, la pandémie, etc. Tu as parlé de Bernard Charlot. Bernard Charlot, de Rapport au savoir. Il habite au Brésil, au nord-est du Brésil. Ouais, ouais. Et c'est exactement lui. Il était collègue de Gérard Vergniaud à l'Université de Paris 8. Et c'est lui qui m'a présenté personnellement Gérard Vergniaud. J'aime bien de partager avec Charlot. Charlot est génial. Je vous félicite pour... je crois que je suis un peu jaloux pour l'enseignement des sciences au primaire, au secondaire au Canada, où par rapport à la construction des opinions, par rapport à tous les processus de positionnement chaque enfant doit construire ses arguments, l'argumentation pour discuter avec les autres. Ici, c'est quelque chose qu'on doit faire aussi au Brésil, mais nous sommes malheureusement loin de réussir dans ce type de formation. Je vous félicite pour ton présentation. Je voudrais savoir s'il y a quelques questions, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Je ne peux trouver des questions sur le chat. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Alors, je vais poser une question par rapport à la construction de questionnaires, Audrey. Quelles sont les préoccupations, quels sont les points de partie pour la construction de questionnaires, surtout pour la dernière recherche par rapport les citoyens et citoyennes? Oui, donc les questions qui sont posées dans le questionnaire, là, que ce soit oral ou écrit, hein, parce que c'est à peu près les mêmes questions qui sont posées et dans le questionnaire écrit et lors des entrevues. Ce sont des questions qui visent spécifiquement comment on devrait prendre des décisions en ce qui concerne les questions technoscientifiques d'actualité. On donne quelques exemples. Dans le contexte de la COVID, j'ai spécifiquement amené cet exemple-là parce que c'est un exemple auquel les gens avaient beaucoup réfléchi. Donc, il y avait la question, c'est ça. Qui devrait prendre des décisions et pour quelles raisons? Comment on devrait prendre des décisions? Mais il y avait aussi des questions explicites sur les rôles, capacités et incapacités qu'on attribue, que les participants et participantes attribuent à divers groupes d'actrices et d'acteurs sociaux. Par exemple, dans le contexte de la COVID, j'avais identifié plusieurs groupes d'actrices et d'acteurs sociaux que les participants et participantes pouvaient considérer être concernés. Et ils devaient dire si oui ou non ils leur attribuaient un rôle ou des rôles et lequel ou lesquels. Et évidemment, à la fin, il y a-t-il d'autres groupes auxquels on n'a pas pensé? Et la plupart des participants et des participantes en ajoutaient. Par exemple, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, plusieurs ont parlé du rôle important des travailleurs et des travailleuses essentielles, donc les gens qui sont camionneurs, camionneuses, les gens qui s'occupent des personnes dans des personnes vulnérables, les gens qui travaillent dans les épiceries, dans les pharmacies et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et ça s'inspirait, entre autres, d'un outil au départ qui s'appelle les items VOST, qui ont été produits par Glenn Aikenhead au début des années 90.
Glenn Aikenhead, c'est un professeur retraité de l'Université de la Saskatchewan au Canada qui avait développé avec des collègues un outil de 112 ou 114 questions. Là, le chiffre exact est un peu loin dans ma tête, là, mais une centaine de questions qui amenaient les gens à se positionner quant à leur vision par rapport aux sciences, à la technologie, à la société et aux liens entre les trois. Donc, il y avait plusieurs questions dans ce questionnaire-là qui amenaient les gens à se positionner quant aux questions technoscientifiques d'actualité. Donc, qui devrait prendre les décisions? Comment ça devrait être fait? Quel rôle, quel groupe devrait exercer dans ces questions-là? Donc, le questionnaire au départ, le premier questionnaire, là, celui de 2012 à peu près, s'inspirait aussi des énoncés VOST de Glenn Aikenhead. OK, merci beaucoup. J'adresse aussi une question à professeur Pouliot. Dans un diapo, vous avez écrit que c'est comme l'enseignement des sciences pour questionner le régime néolibéral capitaliste. Et comment se faire ici au Brésil quand on essaye de faire quelque chose, quelques discussions comme ça contre le régime néolibéral, le capitalisme, on nous accuse de doutrination. C'est possible d'utiliser l'enseignement de sciences de la nature, ça veut dire physique, biologie, chimie, dans ce débat. Oui, c'est une bonne question. C'est une question qui est relativement délicate au sens où il y a toutes sortes de réponses qui sont plus ou moins frontales sur cet élément-là. Et une des choses qui nous apparaît claire ou qui m'apparaît claire, c'est que dans les programmes de formation, on doit amener les étudiants et les enseignants, les futurs enseignants, à être capables de mettre en relief les contextes dans lesquels se déploient les technosciences, les sciences et technologies. Et pour mettre en contraste ces contextes-là, on doit éclairer des aspects qui sont des aspects économiques, des aspects discursifs, des aspects aussi qui sont liés à l'éthique. On pense à la COVID, là, il y a des éléments éthiques importants là-dedans. C'est possible donc de le faire. C'est pour ça, tantôt, que je soulignais l'importance de la liberté universitaire quand on enseigne à l'université et qu'on fait de la recherche sur ces objets-là. Évidemment, moi, aujourd'hui, j'ai employé ce langage-là parce que je sais que j'allais être très bien comprise. Évidemment, quand je vais dans les médias, qu'on me parle de mes recherches, qu'on me parle de la question de la poussière métallique dans les quartiers centraux, qui est encore une question vive, même après 10 ans, je ne parle pas de capitalisme et de néolibéralisme, puis je ne convoque pas d'autres. Ce n'est pas ma façon de répondre à ces questions-là. Mais cela dit, c'est pour ça que j'ai présenté mes visées, puis après ça, je me suis dit, bon, si on se surélève un peu, dans le fond, ce que je fais, c'est... Mais il y a aussi des chercheurs qui se sont positionnés là-dessus. Je pense à Geoffroy de Laganerie qui dit, les chercheurs, c'est son avis, et c'est un avis que je partage, mais on peut ne pas le partager. Mais les chercheurs doivent s'engager dans de la recherche, que ce soit en éducation ou ailleurs, la recherche qui rend le monde meilleur, qui diminue la violence, peu importe la forme, et qui donc rend ce monde-là plus équitable, plus juste. C'est en ce sens-là que je le mentionnais. Maintenant, je l'assume aussi, je vais délicatement, mais je l'assume. C'est-à-dire que moi, puis ça me permet aussi d'avancer, l'idée selon laquelle, moi, quand j'ai commencé à faire des recherches en éducation sur l'enseignement et l'apprentissage des controverses environnementales, sanitaires, socio-scientific issues, il y a toutes sortes d'expressions pour identifier ces éléments-là. Je faisais à partir de recherches qui portent là-dessus, de recherches internationales, et je ne me centrais pas sur des controverses locales. Et je ne savais pas non plus que de documenter, écoutez, je documente les capacités citoyennes et les perceptions des capacités citoyennes. Je ne pensais pas que c'était une façon d'ébranler le monde.
Or, quand on a reçu la demande de courriel, je me suis rendu compte que ça intéressait des personnes parce qu'en effet, quand on fait voir les capacités citoyennes, ce qui est quand même essentiel, bien, il y a des personnes qui peuvent être heurtées par les résultats de recherche ou qui peuvent juste avoir le goût de, je parlerais d'intimidation, ou juste d'envoyer un message clair quant au risque, parce que c'est, je pense, un risque au moins émotif qu'on prend quand on documente ces questions-là. Ça fait que oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des contextes, il y a des façons de faire, puis des fois, la prudence peut s'imposer. Puis je terminerai en répondant que lorsque j'ai su, moi, que les courriels avaient été demandés, ma réaction pendant une année, ça a été de me retirer. J'ai cessé de publier dans les médias généralistes. J'ai cessé d'accepter toutes les invitations comme aujourd'hui, je les refusais d'emblée en me disant je vais protéger ça, puis je verrai ensuite. Parce qu'un juge aurait aussi pu dire non, non, Mme Pouliot, vous remettez, les courriels doivent être remis. Je ne savais pas de quel bord ça allait. C'est que c'est pas de. C'est de le faire avec, disons, intelligence et avec sensibilité, parce qu'évidemment, ça peut nous occuper grandement. Mais cela dit, ça fait quand même partie, je suis de retour depuis quand même quelques années et je pense que c'est absolument fondamental d'enseigner les sciences et technologies, comme d'autres matières d'ailleurs, en les positionnant dans un contexte et en éclairant ce contexte-là. Sinon, on perd la pertinence. OK. Merci beaucoup. Il y a sur le chat une question à Audrey. Il y a une question dans le chat de Corinne Hahn. Oui, je suis en train de la lire. C'est ça, comme nous l'avons dit hier, nous sommes confrontés à des situations complexes. Oui, effectivement, les questions technoscientifiques d'actualité ont pour première caractéristique d'être complexes, parce qu'associées à plusieurs disciplines, à divers groupes d'actrices et d'acteurs sociaux et ainsi de suite. La prise de décision est alors basée sur des arbitrages entre experts parfois différents de plusieurs disciplines, comme dans le cas du COVID. Ici, je dirais que oui, c'est basé sur des arbitrages entre des experts, mais pas seulement entre des experts et des expertes. C'est aussi, souvent, il y aura des considérations politiques. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que les représentants et les représentantes politiques sont des experts ou des expertes, mais il y aura aussi un arbitrage avec des aspects économiques. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu dans l'endroit où vous habitez, chacune d'entre vous, mais chez nous, la question de la fermeture des commerces a été largement discutée, mais aussi des aspects éthiques, donc qui souhaite-t-on protéger? Et donc, nous, il y a eu beaucoup la question de est-ce qu'on souhaite protéger les enfants qui doivent aller à l'école développer leur langage, se développer, et ainsi de suite? Est-ce qu'on souhaite protéger les personnes vulnérables pour des raisons de santé ou pour des raisons liées à leur âge? Et comment on peut concilier tout ça? Et est-ce qu'on souhaite aussi protéger la santé mentale des personnes? Donc, évidemment, ce n'est pas un ou l'autre, il faut concilier tout ceci pour le faire. Donc, je pense que la prise de décision est basée, bien sûr, sur des arbitrages entre des experts, mais aussi à partir de plein d'autres considérations. Et il y avait aussi des choix collectifs à faire, mais aussi des choix individuels. Puis un exemple classique de choix individuel s'est passé ici. Nous, depuis samedi, on n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux publics, sauf par exemple dans les hôpitaux et dans les transports en commun. Donc, j'ai été témoin de nombreuses discussions dans les derniers jours autour de « toi, porteras-tu encore le masque? Pour quelles raisons le fais-tu? Pour des raisons individuelles, pour des raisons collectives, pour des raisons… et ainsi de suite. » Donc, apparemment, dans ce que vous venez de dire, vous avez demandé aux citoyens qui était légitime. Oui, c'est une des questions qui leur a été posée. Donc, qui, selon vous, devrait prendre les décisions? Quelles sont les capacités, les rôles que vous attribuez à ces différents groupes et dans quel contexte? Donc, oui, c'est une des questions qui leur a été demandée, qui était légitime. Et d'ailleurs, dans les écrits qui portent sur les questions relatives à l'expertise scientifique, bien, la question de la légitimité est toujours dans le
portrait. Par exemple, dans les travaux de Sheila Jasanoff, qui est une sociologue des sciences très connue, mais aussi dans les travaux de Steven Epstein, qui est un autre sociologue des sciences qui est très connu et tous les deux ont beaucoup alimenté les travaux en didactique des sciences. D'accord. Il y a deux mains levées. Je crois que Jean-Claude a levé la main en premier. La parole est à vous. J'ai donc apprécié un certain nombre de points forts soulevés par Chantal et le débat sur l'engagement, je dirais, militant du scientifique qui est en jeu. Et j'ai apprécié toute sa prudence. Je crois que je milite à peu près depuis 60 ans, à ma façon. J'ai toujours considéré qu'un militant discret et déterminé était mieux qu'un militant mort sur une barricade. Parce qu'en général, au fond du cimetière, on a très peu, on est peut-être un héros, mais on a peu de marge de manœuvre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton choix et ta prudence. Et surtout, je pense que ça s'amplifie maintenant. Avec cette nouveauté, ce sont les outils de diffusion de quelque chose qui s'appelle l'information. Les fake news, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On trouve des feuilles des canards au XVIe siècle déjà, sauf que comme peu de gens en lisaient, et le temps que ça se diffuse, ça n'avait pas un impact. Là, maintenant, vous touchez 1 million de personnes à la vitesse de la lumière. Donc, ça change tout. Et on a une pensée qui se développe actuellement, qui va toucher vos controverses là, et les questions des experts. À savoir que ce courant de pensée qui consiste à dire qu'on peut obéir selon des logiques totalement personnelles, et moi, ce que je pense a la même validité que ce que tout un protocole de recherche a mis en œuvre, avec ses vérités alternatives. Alors là, je pense on se confronte, et en plus, c'est parce que c'est diffusé, ce n'était pas diffusé. Celui qui est accroché à la platitude de la Terre, tant qu'il n'avait pas de diffusion de plateforme Internet pour diffuser, ça restait. Ça a pris de l'ampleur à partir du moment où, justement, on peut en parler plus. D'accord ? Alors, le mode de raisonnement de ces gens-là, il est sans appel, c'est-à-dire, c'est à nous, scientifiques, de maintenant prouver, c'est-à-dire qu'on est en train de reculer de 3 siècles. En tout cas, en France, ce qui a été construit très difficilement, cruellement, par le siècle des Lumières, est en train de perdre beaucoup de pieds. Et je pense, parce que après, il y a des phénomènes de harcèlement, de menaces, de façon extrêmement courageuse, dans l'anonymat, parce qu'il y a des héros comme ça, qui sont des anonymes, comme ça, qui menacent de façon anonyme, c'est vraiment des courageux. Donc, on voit. Alors, l'autre aspect, le dernier point auquel, disons, je pense souvent, alors, il y a cette question de prise de décision. Alors moi, ça m'intéresse, comme Corinne d'ailleurs, parce que c'est la prise de décision en situation incertaine, puisqu'on nous sommes des statisticiens et que pour moi, un des cadres théoriques pour aider à prendre des décisions en situation incertaine, c'est le cadre de la statistique. D'accord ? Ça sert en particulier à ça. Et donc, quand on regarde, par exemple, vous avez évoqué toute la situation du Covid, là où on a vraiment vu, on n'a jamais eu tant d'experts, c'était plus facile d'avoir un médecin, disons, comme expert dans une émission de radio que d'en avoir un pour avoir une consultation. On n'a jamais eu. Alors, mais si on regarde d'une façon plus fine, évidemment qu'on ne peut pas tomber d'accord, que ça peut pas, parce que les logiques sont absolument pas les mêmes. Une logique scientifique qui applique un protocole, suit un certain chemin, une méthode ou des méthodes, et qui n'est pas du tout la méthode que va mettre en œuvre un politicien, fût-il expert dans son domaine. Lui, il a son échéance électorale, il a son opinion publique, il a son lobbying personnel à maintenir, par exemple. Puis il y a la logique les logiques économiques. Tout ça, c'est pas du tout pareil.
et la temporalité n'est pas le même. Donc, c'est normal que ça soit le abagunsa totao. Hein, c'est normal que ça soit tout, hein, que ça nous paraisse presque compliqué. C'est complexe, mais c'est parce que les logiques à l'œuvre ne sont pas les mêmes. Hein, et les finalités, les intérêts collectifs ou privés ne sont pas les mêmes. C'est pas du tout pareil. Hein, Alors, c'est vrai que les choses qui paraissent, quand en France, il y a le principe de précaution, on a quand même l'impression que le principe de précaution, on a presque envie de dire c'est un peu exagéré, parce que c'est en même temps cette question du rapport au risque et de la prise de risque. Et une société qui laisse entendre que le risque zéro, c'est prêt, c'est possible, et associé à une judiciarisation maintenant, parce que si on peut gagner quelques sous comme ça, avec ça. Donc, il y a tout ça qui se développe et qui complique la tâche du scientifique. Hein, je pense que… Et donc, toute la démarche de former à l'esprit critique, parce que c'est ça qui est derrière, c'est la formation de l'esprit critique, c'est pas gagné. Et moi, je pense, ce que j'observe depuis quand même, c'est que ce que les psychologues ont expliqué, disons, avec le conditionnement opérant, mais est-ce que vous avez remarqué la puissance du conditionnement opérant chez les êtres vivants, et en particulier les bipèdes humains? C'est impressionnant, c'est impressionnant. Il y a des phénomènes, il n'y a qu'à mettre quelque chose… à Lyon, il y a eu je ne sais plus, c'est Desiguao, je ne sais pas, qui a mis, je crois que c'était, si une femme arrivait en soutien-gorge et en slip, elle était habillée gratuitement. Eh bien, il y en a qui sont arrivés comme ça. Donc, l'individualisme, plus cet intérêt personnel et ce conditionnement, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Et donc, l'école n'a… Je trouve que les 150 ans d'école à peu près dans nos zones, ça n'apporte pas le niveau d'esprit critique que les ouvriers du 19e siècle avaient conquis dans les rapports de travail violents, je pense. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais ça a soulevé des choses qui n'arrêtent pas de me tourmenter. Alors, vous voulez Il y a commenter, Anne, il y a vous Corinne. passer Oui. à Corinne. Alors, je suis désolée, ma caméra, voilà. Ah, ouais. Voilà. Alors, moi, je voudrais revenir, je ne lâche pas, je voudrais revenir à Audrey parce que j'ai trouvé les 3 axes qu'elle présente vraiment intéressants. Et ma question, ce n'était pas par rapport aux décideurs, parce qu'il y a beaucoup de littérature. Juste, Jean-Claude a dit que j'étais statisticienne, je suis didacticienne et je travaille dans une école de management. Donc, je forme des politiques et la prise de décision, c'est un sujet qui a beaucoup été abordé pour les politiques. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce qu'a fait Audrey, c'est la question sur les citoyens. C'est-à-dire, pourquoi vont-ils décider de faire confiance à un expert dans une discipline et pas à un autre? Et il y a plein de choses, parce que là, Audrey, dans ce que tu as dit, le rapport à soi, le rapport aux autres, Charlot, ses travaux que j'ai connus au début de ma carrière m'ont fait beaucoup évoluer. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a des relations quand même entre les disciplines. Bon, moi, comme je l'ai dit, je suis statisticienne. Une vieille blague chez nous, c'est pourquoi Dieu a créé les économistes pour que les météorologues se sentent moins seuls. Bon, donc ça montre le niveau d'affection que les statisticiens, mathématiciens ont pour les économistes. Donc ça, pour moi, c'est une vraie question. Alors, Jean-Claude, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est lié à ce qu'on appelle l'esprit critique. Hein. N'oublie pas non plus que la notion d'esprit critique varie selon les cultures. Les anglo-saxons appellent esprit critique quelque chose de différent de ce que nous appelons esprit critique. Et effectivement, je crois avec toi qu'il y a un échec de l'école qui, aujourd'hui, on s'en rend compte, que nous ne savons pas
comment, enfin nous ne savons pas, nous n'éveillons pas suffisamment l'esprit critique à l'école. J'ai une doctorante qui va soutenir à la fin de l'année et qui travaille sur les pratiques des professeurs au collège pour développer chez les enfants les esprits critiques. Son objectif, c'était de comparer les pratiques dans plusieurs disciplines et à mon grand désespoir, elle n'a pas trouvé suffisamment de données sur les mathématiques. L'esprit critique, elle n'a pas trouvé qu'en France, au niveau du collège, c'était explicitement développé en mathématiques. Évidemment, en tant que mathématicienne de formation initiale, ça m'a désolée. Mais ça, c'est vraiment des questions importantes. Et bon, c'est un peu frais, la communication d'Audrey, donc avec ses axes, je vais y repenser plus tard. Mais Audrey, moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand tu interroges les citoyens, pourquoi vont-ils plutôt écouter tel expert disciplinaire plutôt qu'un autre? Les politiques, effectivement, notre président avait en face de lui des épidémiologistes, des biologistes, des médecins, des politiques, évidemment, il l'est, et des économistes, et tous, ils devaient décider à partir de tout ça. Ça, c'est un phénomène autre. Mais le citoyen, pourquoi fait-il confiance à l'un ou à l'autre? C'est ça que je trouve vraiment passionnant. Parfait. Bien, je vais répondre brièvement, mais vous pourrez, si vous souhaitez, entrer en contact avec moi pour en discuter plus en détail. Je vais vous faire part de deux définitions ou façons de concevoir l'expertise scientifique qui pourront vous intéresser. La première, c'est celle de Gérard Fourez, qui était philosophe des sciences français, qui était physicien et qui était aussi didacticien des sciences, et qui disait toujours que la personne que l'on considère expert ou experte, donc quand vous demandiez comment on fait pour comment il décide qui est expert, c'est la personne qu'on va considérer qu'elle pourra éclairer une situation de façon pertinente ou agir sur elle de façon pertinente. Et je vous dirais que c'est souvent ce que j'ai observé dans mes recherches, que les participants et les participantes considéraient comme experts ou expertes les personnes qui pouvaient éclairer une situation et agir sur elle de façon pertinente. Je fais un autre saut. Je vous ai parlé de Sheila Jasanoff tout à l'heure. Sheila Jasanoff a produit un outil théorique fort utile, d'ailleurs que c'est Chantal qui m'a fait découvrir, qui s'appelle le Game Board of Expertise, donc la planche de jeu de l'expertise en français. Et selon Jasanoff, une personne que l'on considérera experte dans un domaine, ce n'est pas nécessairement experte scientifique, mais experte, c'est une personne que l'on considérera à la fois comme expérimentée et comme objective dans son domaine. Donc, plus une personne sera considérée ou présentée comme expérimentée et objective, plus on la considérera comme une experte, par exemple scientifique, apte à poser un jugement pertinent sur une question. Donc, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai observé chez les participants et les participantes. Évidemment, ils ne le formulent pas de la sorte parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement la planche de jeu de l'expertise de Jasanoff, mais ce sont des critères qu'ils et elles emploient de façon implicite pour décrire les personnes qu'ils estiment être des experts et des experts scientifiques. Merci. Je pense que tu parles, Gabriel, mais on ne t'entend pas. Désolé. Mon micro était coupé. Alors, on va terminer notre 4e table ronde. Je voudrais remercier la participation de la professeure Chantal Pouliot, de professeur Ousmane Sy et aussi de la professeure et co-organisatrice de cette colloque, Audrey Groulot. Alors, on va passer dans 10 minutes à la conférence de clôture de colloque. J'ai déjà mis sur le chat le lien
pour qu'on puisse tous rejoindre à cette séance. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.